Bonjour à tous. On va parler un peu des Civic Tech ce matin. On a la chance d'avoir 3 personnes qui s'intéressent beaucoup au sujet avec nous. Je vais les laisser s'introduire. Je vais juste rappeler les prénoms rapidement. Du coup, on a Nathalie qui est adjointe au numérique à la mairie de La Roche-sur-Yon. Donc, on va vraiment pouvoir parler des Civic Tech à l'échelle locale et vraiment de ces retours du terrain et de toutes les expérimentations qui ont pu être mises en place. On a Elliot qui est le fondateur de Pôle. Je pense que tu nous diras un peu plus ce que c'est Pôle, mais tu as aussi beaucoup de projets que l'on peut inscrire et tu nous diras si toi tu considères qu'ils s'inscrivent dans la Civic Tech. Et on a Nicolas, historiquement blogueur avec le pseudonyme de Versac et maintenant fondateur de l'agence Spin Tank, qui a plus de 10 ans maintenant et qui a suivi aussi pas mal d'institutions. Toi, tu suis beaucoup la Civic Tech. Je propose que l'un de vous trois se présente un peu plus, qu'on comprenne un peu vos parcours et ce qui nous amène à en parler ce matin. Alors, ne cassons pas les codes, donc on y va. Donc oui, Nathalie Gosselin, moi je suis adjointe au numérique à la ville de La Roche-sur-Yon, mais je suis aussi adjointe sur la politique de la ville. Alors, je précise parce qu'effectivement, ça me permet d'avoir effectivement toute la partie numérique, mais aussi la population en frontale. Donc les quartiers politiques de la ville, c'est tout ce qui est quartier prioritaire. Et je suis aussi à la région, à la formation et à l'apprentissage. Donc voilà, la boucle est bouclée. Et à côté de ça, quand il me reste du temps, j'ai une entreprise de web à La Roche-sur-Yon. Nicolas Rombremerche. Donc, moi, je suis tombé dans la Civic Tech quand j'étais tout petit parce que quand j'ai découvert Internet en 95-96, un truc comme ça, j'étais étudiant. Elliot Lepers avait 3 ans ou 2. J'ai surtout découvert les newsgroups et qu'on pouvait débattre et discuter de sujets intéressants. Et après, j'ai fait plein de conneries. Et en même temps, j'ai toujours eu un intérêt pour le web, la croisée du web et de la politique. Et après, on va voir un petit peu comment ça se redéfinit. Que je fais maintenant effectivement essentiellement avec Spin Tank, une agence qui s'installe à Nantes d'ailleurs. On recrute des gens si ça intéresse des gens de travailler sur des thématiques sérieuses. Et le Tank qui est un espace dans lequel il y a des gens qui travaillent à la croisée de la société et du numérique, dont Elliot Lepers. Ouais, alors c'est pas fait exprès, hein, parce que je pense que les organisateurs n'étaient pas au courant à la base qu'on travaillait toute la journée à quelques mètres d'altitude de différence, parce que lui il est au 3e et moi au 4. Moi je m'appelle Elliot Lepers, j'ai 25 ans donc. J'ai monté une boîte qui s'appelle Pôle, Pôle.Paris, qui fonctionne comme un laboratoire pour essayer de découvrir les nouvelles formes de la pratique politique qu'on va avoir à utiliser dans les années qui viennent, parce que je suis convaincu que la politique, c'est quelque chose qu'on doit se réapproprier. Et on a souvent peur de ce mot-là, on parle souvent d'engagement ou de citoyenneté, qui est un mot qui me fait peur, et on reviendra dessus, j'espère, pendant cette heure. Et voilà, donc Pôle, ça édite des solutions, des produits directement qui sont jetés dans la nature et qui trouvent ou pas leur public, leur communauté autour de causes en particulier. C'est-à-dire que on fait ce que devrait faire un parti politique, par exemple sur l'écologie, avec 90 jours, qui est une application mobile qui fonctionne comme un coach qui vous aide à devenir écolo. On a lancé ça il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, il y a plus de 320 000 téléchargements de cette application. Quand on compare aux 6 000 adhérents d'Europe Écologie Les Verts, on se dit qu'il y a quand même un problème parce que les gens ont envie d'écologie, c'est juste qu'on ne leur donne pas forcément les outils pour le faire, quoi. Voilà, donc plusieurs projets, 90 jours, Amazon Killer qui permet de trouver un livre qu'on cherche sur Amazon dans une vraie librairie. On édite aussi une newsletter qui vous envoie chaque jour un lien qui vous permet de vous poser des questions sur le monde, qui s'appelle disturb.io. Et voilà, et à côté de ça, on fait beaucoup de conseils aux ONG qu'on aide à mobiliser. On les aide à créer des campagnes de mobilisation parce que c'est notre expertise. Du coup, je rebondis directement sur la description de ton activité. Quand la première fois qu'on a vu, je pense tous ensemble, le sujet de la conférence qu'on a discuté, les Civic Tech, à mon avis, il y a une différence entre, déjà au niveau des pays. Aux États-Unis, je pense que la définition des Civic Tech, telle que je la perçois, elle est beaucoup plus large. Elle inclut aussi le moment de la campagne, tous les outils qui sont utilisés pour faire campagne jusqu'à l'accès au pouvoir. Et ensuite, après, peut-être que le scope est un peu plus réduit en France, mais tu as des projets d'interpellation comme tu le fais avec 90 jours, mais tu as aussi des
des projets de... T'as des civic tech qui sont liés à la communication autour de l'exercice du pouvoir, à la co-construction législative. Comment est-ce que tout ça se définit un peu et quelle différence vous voyez? Je suis assez curieux de... Est-ce qu'il y a une définition un peu franco-française de la civic tech ou est-ce que tout le monde est aligné aujourd'hui? Je pense que personne n'est aligné sur ce que c'est que la civic tech réellement. Si on fait une petite courte histoire de du terme et du mouvement, la civic tech, c'est un terme qui est apparu au même moment que sont apparus green tech, fintech, etc., qui a été vraiment défini aux États-Unis dans un lien, dans un moment où il fallait avoir une reconnaissance un peu business et un peu sérieuse de ce qu'était un certain nombre de choses qui pouvaient converger. Et grosso modo, c'est avec une vision assez techniciste, assez Silicon Valley, qu'un certain nombre de personnes se sont dit, en fait, il y a un certain nombre de mouvements qui existent, il y a de l'open government, il y a du community organizing, je vais prendre des termes anglais, mais enfin, je pense que ici, ça choquera pas grand monde. Il y a des gens qui essaient de faire de l'administration ouverte, des gens qui essaient d'organiser les communautés, des gens qui essaient de faire du crowdfunding, des gens qui essaient de faire de la conso collaborative, et ça. Tout ça dans un champ autour de la question de la ville, de la question de la vie en commun, de la République, du bien commun, etc. Et si on essayait de packager ça dans un mouvement, aux États-Unis, avec une vision très américaine, on va dire assez business en fait, à la frontière entre business et non-profit, dans un monde assez important, assez riche, pour essayer de fédérer ça comme un mouvement, en disant il y a une convergence de mouvements assez fort. Avec un débat assez fort aussi, parce qu'aux États-Unis, il y a aussi au sein de ça un mouvement politique très fort d'organisation grassroots. C'est un mouvement qui est organisé en secteur économique. Aux États-Unis, il y a de l'argent, il y a pour défendre des causes, il y a tout un secteur de non-profit et d'organisation de campaigning et d'advocacy, comme on dit là-bas, qui existe, qui n'existe pas tellement en France. Du coup, quand il s'est importé en France, d'un certain point de vue, il s'est appauvri de toute sa partie politique pour garder ce côté très tech, avec une vision un peu étonnante où ce sont grosso modo aujourd'hui beaucoup de civic tech françaises sont des mouvements créés par des personnes qui sont dans un univers de start-up qui essayent de révolutionner ou de changer la politique avec une vision tech first, une solution technologique qui va essayer de résoudre un problème. Et donc c'est un des défis, c'est sans doute de repolitiser, remettre ça dans un contexte un peu plus fort. Voilà. Nathalie, toi du coup, à l'échelle de la ville, le scope tel que tu le définis de la civic tech, et du coup je suis un peu curieux parce que vu que tu es aussi une élue, est-ce que tu considères que vous avez utilisé les civic tech pendant la campagne ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez mis en place une fois que tu as rejoint l'administration? Comment est-ce que tu as vécu cette transition? Est-ce que tu considères qu'il y a eu des civic tech tout du long ou est-ce que c'est vraiment maintenant que le travail commence? Alors, au niveau de la campagne, en fait, c'était en 2014. Donc, on a beaucoup utilisé la vidéo. Il y avait la chanson Happy de Pharrell Williams qui avait fait des émules sur le web, donc tout le monde faisait des vidéos. Donc on a beaucoup utilisé les vidéos et énormément les réseaux sociaux. Donc ça, c'était effectivement un peu nouveau. Mais bon, les civic tech, après, en tant que tel, c'était plus du terrain finalement. À l'échelle de la ville qui fait 53 000 habitants, on a fait beaucoup de proximité quand même au niveau de la campagne. Je ne pense pas que les gens basculent, on va dire, par rapport aux réseaux sociaux. C'est pas vrai. C'est plus une présence pour les journalistes, pour les médias, les réseaux sociaux. Ça, après, voilà, au niveau des campagnes, c'est aussi pour montrer un peu aux autres ce qu'on fait. Mais pour la population en tant que telle, je ne pense pas que ça ait un tel impact sur la population, sur les gens, sur les votes. Pas tant que ça, en fait. Peut-être plus là sur les nationales, mais bon, après, non, pour le municipal, c'est vraiment du local. Mais au niveau de la ville, ensuite, par contre, donc avec le DSI, il fallait vraiment qu'on soit un peu l'administration exemplaire. Parce qu'à chaque fois, on dit, effectivement, on demande aux autres la digitalisation des entreprises, etc. On a mis en place une stratégie numérique sur plusieurs années. Et la brique digitalisation de l'administration, elle était obligatoire. Digitalisation des élus aussi. Comment améliorer le contact avec la population? Comment améliorer les services? Donc c'est toujours un réel souci parce que souvent l'administration, les gens qui travaillent au niveau de la ville,
ville ou de l'agglo sont souvent montrés du doigt, le travail n'est pas fait, il y a une relation qui est compliquée. Donc là, avec effectivement toute la partie numérique, donc ce qu'on appelle la GRC, gestion relations citoyens, désolé, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est citoyen, mais c'est un joli mot, mais voilà, mais effectivement, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Et donc, dans cette GRC qu'on a mis en place, c'était vraiment faciliter tout ce qui était administratif. Donc là, j'ai eu les derniers chiffres, on a eu à peu près 19 000 demandes à peu près par an, de demandes directement au niveau du site internet de la ville. Par contre, dans la GRC, le grand oublié, ça va être la concertation. Et c'est vrai que cette brique, entre guillemets, n'était pas vraiment existante ni probante, alors qu'aujourd'hui, elle est incontournable. On ne peut plus rien faire sans concertation. Oui, les élus aujourd'hui, c'est pas vrai qu'ils font leur truc dans leur coin. C'est de moins en moins vrai, même moins en moins possible. En plus, restrictions budgétaires obligent. On peut plus faire tout et n'importe quoi. Et on a absolument besoin de l'expertise de l'usager. C'est-à-dire quand on monte un projet, que ce soit un nouveau théâtre, une nouvelle salle de concert, là on a une nouvelle SMAC, on a interrogé tous les acteurs effectivement au niveau de la ville, mais aussi les utilisateurs. C'est quoi vos attentes ? Qu'est-ce que vous voulez ? Quelle typologie de salle, etc. Mais pareil pour... alors, comme je disais tout à l'heure, je suis aussi sur la politique de la ville. Donc là, je suis en frontal, donc ce qu'on appelle les quartiers prioritaires. Et effectivement, dans toute concertation, alors les réunions publiques en direct, ce sont souvent les mêmes personnes qui viennent, des gens qu'on retrouve dans les associations, des gens qui sont très engagés au niveau de la ville, qui sont toujours présents et qui sont toujours là pour donner leur avis. Après, quand on fait de la concertation en ligne, ça marche très très bien aussi, mais là c'est encore la même chose. On a une certaine catégorie de la population, on a les quadras, les gens qui travaillent, les familles qui ne peuvent pas se déplacer aux réunions publiques le soir. Donc eux, et puis les jeunes, sont très présents sur ces échanges, sur ces concertations en ligne. Par contre, après, on a une autre population qui est invisible. Mais vraiment. Et donc là, je pense que les civic tech, ça passe vraiment par l'accompagnement des usages. On a des gens, on ne s'imagine pas parce qu'effectivement, là, on est entre nous, intellectuellement, c'est confortable, on n'a pas besoin de sortir un lexique quand on parle, mais il faut savoir que voilà, il y a des gens qui sont vraiment très, très éloignés de tout ça. Ils ne s'imaginent même pas qu'ils ont la possibilité de donner leur avis parce qu'ils ont d'autres soucis, ils ont d'autres obligations. Donc là, la réflexion, c'est comment faire pour effectivement amener le numérique, amener le digital à ces personnes et leur montrer, leur prouver que justement ça peut changer leur vie, ça peut améliorer leur vie, mais le faire intelligemment et être accessible en fait surtout. Donc à l'échelle locale, ce que tu dis c'est que, en plus je suis assez intéressé par le chiffre parce que tu dis 19 000 contributions sur une ville de 53 000 habitants, c'est énorme si c'est votre première année, mais par rapport aux 3 populations que tu décris, j'imagine qu'il y a un modèle de contribution un peu classique où ces 19 000 propositions viennent d'une minorité de gens, en tout cas d'une part beaucoup plus faible de la population qui génère un maximum de ces propositions-là. Il y a encore des fossés en fait, on le sait, on le voit bien quand je viens dans les quartiers. Je me suis fait interpeller comme ça, c'est dire ce qui m'avait un petit peu remis un peu les pieds sur terre, parce que des fois, par moments, on s'enflamme un peu. Voilà, on va mettre du numérique partout, vous allez voir, c'est génial, c'est super. Puis, de toute façon, voilà, je ne sais pas faire autrement, donc dès que je commence à monter un dossier, je me dis, tiens, comment je peux mettre du numérique un peu Donc bon, voilà, c'est des mauvais réflexes peut-être, mais et je me suis fait tout de suite reprendre. On m'a dit, attendez, vous êtes mignonne avec tous vos projets, là. Moi, je ne sais même pas comment je vais finir le mois, quoi. Donc voilà, ça c'est la vraie vie, ça c'est la réalité. Et votre numérique, ça ne va rien changer. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, comment justement lui prouver que ça peut changer, ça peut améliorer, ne serait-ce que la formation. On a dans les quartiers prioritaires 38% de femmes seules avec des enfants. Ça c'est une réalité, donc pas accès à la formation, problème de garde, etc. Donc le numérique, pourquoi pas, monter en place des formations sur des MOOC ou des choses comme ça. Donc là, on est en train de voir avec Pôle emploi, justement, parce que Pôle emploi aussi est en train de changer, en train d'essayer d'améliorer les relations. Et donc, on est en train de voir avec des plateformes, justement, de MOOC en ligne, comment opérer des formations bien précises, très pointues, sur un métier, et puis donner cette cartouche qui manque, cette brique qui manque à certaines personnes qui ont raté les 5-6 ans où les métiers ont vraiment changé du tout au tout. Et ils ont raté un peu ce train-là, mais c'est pas trop tard. Et donc là, les civic tech, je pense qu'on peut, voilà, il y a vraiment de belles choses à faire pour le rendre accessible en fait. À l'échelle locale, du coup, il y a un vrai enjeu d'outils de concertation, de restitution, ça c'est de dialogue, c'est évident. Et comme tu le dis, il y a aussi la question de comment est-ce qu'on arrive à être sûr que ça touche tout le monde. Il y a la population des gens qui viendront aux réunions publiques, qui se déplaceront, qui ont soit le temps, soit qui sont déjà engagés. La population des quadras qui a envie d'être active, mais pour laquelle le numérique est le bon outil.
et tu as cette population invisible. Moi, je suis curieux d'avoir l'avis d'Eliott et de Nicolas aussi, parce qu'à l'échelle locale, ça marche très très bien. Je vois très bien l'outil, et il y a une sorte de un outil, une fonctionnalité, comme on en parlait tout à l'heure, qui est un peu évident, parce que si on veut créer le dialogue, eh ben, on est à peu près capable d'avoir un cahier des charges de ce à quoi devrait ressembler l'outil. À l'échelle nationale, et justement, quand on est dans ces parties d'interpellation du pouvoir, quand on est dans le combat politique, pas juste dans la co-construction, à quoi ça ressemble les civic tech, et comment on arrive à avoir à interpeller toutes ces populations pour qu'elles arrivent à changer la donne. Toi, tu as travaillé sur la loi travail. À un moment, justement, il y a pas mal. Enfin, tu as travaillé sur pardon, contre la loi travail. Et du coup, comment. Ça continue, ouais, voilà, ça continue. Comment tu vois les choses à l'échelle nationale quand il n'y a pas une évidence aussi claire entre l'outil, les fonctionnalités et la population? En fait, pour moi, la civic tech, ça part du principe qu'on a Internet et que ça vient perturber un ordre établi, et comme ça le fait dans tous les domaines de la société. Et ça le fait et aussi sur le domaine du pouvoir. Et ça nous donne du pouvoir en tant qu'individu. Moi, le problème que j'ai avec le côté citoyen, pour répondre, parce que je n'étais pas étendu, c'est juste que citoyen, dans le dictionnaire, la citoyenneté, c'est simplement le fait d'avoir le droit de vote, c'est de jouir de droits civiques. Et souvent, on pense la civic tech dans une relation d'amélioration du service public, d'amélioration de la relation entre le citoyen et l'institution. Mais ça veut dire qu'on part du principe que cette relation entre le citoyen et l'institution, elle est légitime et elle doit perdurer. Simplement qu'on doit l'améliorer, on doit donner plus de portes d'entrée aux citoyens pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe dans les institutions. Et puis derrière, on doit lui donner on doit lui demander son avis pour qu'il puisse intervenir. Et pour moi, on a une responsabilité de poser la question de savoir est-ce que cette relation à l'institution, elle est légitime? Est-ce qu'on ne doit pas mettre à jour cette question-là? Dans énormément de domaines, l'institution, elle est complètement dépassée. Et donc, on doit aussi réfléchir à des formes d'organisation qui soient un peu post-institutionnelles. C'est-à-dire comment est-ce que nous, en tant qu'individus, on peut exister dans un monde qui, à plein d'endroits, est post-institutionnel, et pour permettre aussi à l'institution de reprendre sa part de contrôle, si on peut dire, ou de régulation, parce que moi je pense qu'on a besoin d'un État qui soit fort et qui nous permette que ce ne soit pas le marché qui régule tout. Mais c'est pour ça que, voilà, le côté civique. Après, évidemment, ce que ça permet, c'est du rapport de force. Et parce que ça nous donne individuellement à chacun, et donc collectivement à tous, un pouvoir, une puissance, plus qu'un pouvoir peut-être, parce qu'effectivement, n'ayant pas la main sur les institutions individuellement, en tout cas, c'est pas mon cas. C'est peut-être plus ton cas parce que tu es élu. Enfin, voilà. Ici, je pense qu'on a une majorité de gens qui ne sont pas à des postes de pouvoir institutionnel. Pourtant, effectivement, on s'est découvert une puissance. Et je trouve ça, peut-être, on a beaucoup parlé des révolutions arabes qui ont eu des conséquences plus ou moins démocratiques, mais en tout cas, ça permet ça. Et c'est juste se dire, à un moment donné, Internet rend possible une forme d'organisation, mais ce n'est pas Internet qui apporte la solution. Et souvent dans la civic tech, on a l'impression que on dit il faut mettre des citoyens, par exemple, pour revenir là-dessus, il faut mettre des citoyens au pouvoir, c'est comme ça qu'on va régler le problème. Et donc aujourd'hui, là, vous avez un bel exemple, je pense, sur tous les panneaux électoraux de France, de dizaines de candidatures citoyennes, il faut voter pour les citoyens, etc. Moi, ce qui me gêne, j'ai été encarté chez Europe Écologie Les Verts pendant 5 ans, je ne le suis plus parce que je me suis ennuyé, mais je respecte le parti, le programme et les gens qui le font, qui donnent beaucoup de leur énergie et de leur temps. Je pense juste que ce n'est pas pour moi le meilleur outil pour fonctionner aujourd'hui. Ce que je remarque, c'est que tous les gens qui sont nos élus actuellement et qu'on critique et qu'on conteste légitimement, ils ont été des citoyens. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, ce qu'on appelle aujourd'hui des citoyens. Simplement que l'exercice du pouvoir apporte cette perversion qui fait qu'on est considéré comme professionnel de la politique et on appartient tout d'un coup plus à la société civile, on n'est plus citoyen. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Parce que je pense que le problème, c'est pas simplement de changer les gens, c'est de changer le système. Et donc, si on met aujourd'hui les citoyens les plus exemplaires qu'on souhaite en poste de responsabilité, dans 10 ans, ils ressemblent à tous les politiques qu'on connaît et qu'on critique. Et dans cette logique-là, justement, tu dis, les civic tech peuvent potentiellement être au service de la démocratie, dans le sens où l'idée, c'est de créer un monde qui soit
post-institutionnelle, ou en tout cas qu'il l'améliore pour le meilleur. Donc il y a une sorte de biais dans les civic tech qui est qu'elles sont positives. De toute façon, elles n'apportent que du changement positif. Il y a pas mal d'exemples de civic tech qu'on fait quasiment élire Trump aux États-Unis. Comment est-ce que toi et aussi Nicolas, parce qu'il y avait quelqu'un qui était venu au Tank récemment qui montrait que les tels que eux, sur l'advocacy par exemple en particulier, il y a quelque chose de très progressiste, il y a un discours qui peut être très progressiste sur les civic tech. Est-ce qu'il y a une neutralité qui est très française? Est-ce que c'est différent ailleurs? Parce que surtout sur la partie campaigning, je dirais avant, sur l'interpellation, sur les projets que vous deux vous avez pu observer ou mener, il y a quelque chose qui me semble, il y a ce côté un peu monde meilleur, et je suis assez curieux de savoir si ça s'applique à tout ou si c'est juste notre grille de lecture. On a tendance à s'intéresser qu'à ces initiatives-là. Non, je pense qu'il y a plein de biais. On peut parler d'exemples, hein, je pense qu'ils sont assez frappants. Le biais et le gros problème de ce qu'il y a dans le mouvement civic tech, c'est qu'ils considèrent que la technologie va résoudre les problèmes. Alors qu'en fait, c'est la technologie qui pose un nouveau contexte dans lequel il faut refaire de l'action publique, etc. Et donc typiquement, je prends quelques exemples. Il y a des choses passionnantes qui se créent à la frontière de la technologie et de la politique, mais avec des aberrations absurdes et des choses magnifiques. Il y a quelques années, Sean Parker, donc ancien fondateur de... comment s'appelait ce truc de peer-to-peer, Napster, financier de Facebook, etc. Maintenant, qui a un pur esprit de la Silicon Valley, un pirate qui avait plein de blé dans Facebook, etc., qui est à l'abri du besoin, se dit il faut que je sauve la démocratie, parce qu'il faut quand même que j'ai pas un bilan qui soit fait que de putes, de coke, de super paquets de blé, etc., mais il faut que je me rachète une virginité, et il lance Brigade. Et Brigade, grosso modo, c'était un parangon de civic tech. Et je vais lancer une nouvelle app. Je mets 25 millions d'euros dedans en seeding, etc. Je recrute les meilleurs esprits de la Silicon Valley. Et je lance une nouvelle app où les gens vont pouvoir discuter ensemble tous les jours de sujets de société importants. Au bout de quelques mois, fail énorme. Ils ont cramé les 25 millions de dollars et ça n'a servi à rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'avaient pas compris que ça préexistait, que le débat il s'organisait, voilà, qui répondait à un certain nombre de motifs. Et ils étaient venus en se disant je vais créer une nouvelle solution technologique avec un nouveau design de l'app, etc., etc. Et du coup, je vais pouvoir organiser. À côté de ça, vous avez des gens qui n'ont aucun bagage technologique, mais qui vont utiliser des réseaux existants, utiliser le pouvoir de cette mise en réseau, de l'Internet, des réseaux sociaux, etc., avec rien. Je pense à Joshua Wong à Hong Kong lors de la manifestation des parapluies, etc. Un gamin vraiment génial, qui n'est pas un geek, qui est un geek au sens qu'il utilise beaucoup Internet, etc., machin chouette, mais qui a une intuition de l'utilisation des réseaux et qui va transformer le rapport de force entre la société, le pouvoir de Hong Kong, la mobilisation des jeunes, avec simplement quelques bonnes idées et bonnes manières d'utiliser ces réseaux en termes de sens, de mots, de design de l'organisation de ce mouvement, etc. Et on voit bien que et qui a fait le truc le plus civique à la croisée de la citoyenneté et de la technologie qui va améliorer ou apporter un rapport de force démocratique intéressant, c'est Joshua Wong, c'est pas Sean Parker. Sean Parker, il est retourné dans la Silicon Valley. Il s'est dit bon, c'est quand même compliqué sur le civic tech et tout ça, machin chouette. Je vais plutôt aller financer des boîtes, etc., qui font des trucs plus compliqués. Parce que le problème de cet entrepreneuriat, parce qu'il y a une nécessité d'entrepreneuriat, parce qu'on est à un moment où les choses se bousculent, c'est qu'il faut avoir une conscience politique et une conscience du contexte très très forte. Et on ne peut pas débarquer comme ça. Et c'est un des défauts du réseau civic tech parisien, français, de pas mal de start-up de la civic tech, qui viennent avec une grande naïveté, un solutionnisme technologique très fort. J'ai créé une nouvelle application qui permet aux gens de débattre ou aux gens de surveiller les députés, mais je ne me connecte pas aux choses un peu crado et dirty de la politique qui sont que, on débat pour des motifs inavoués, on débat pour se faire valoir, on partage des contenus sur Facebook, non pas pour le bien commun, mais pour fabriquer du rapport de force, etc. Et donc il y a cette zone, comme s'il y avait la technique d'un côté et la politique de l'autre, et qu'il fallait quand même pas trop se mélanger, pas trop se mouiller, etc., qui est un peu difficile. Et je pense qu'il y a plus de choses intéressantes qui se font avec très peu de technologie.
Chez Think Tank, on a fait à peu près une vingtaine de débats participatifs, grandes consultations publiques, etc. Les meilleures qu'on a faites sont celles avec les solutions les plus robustes et basiques. La plus grosse qu'on ait faite, c'était la mission lycée de Richard Descoings en 2009. 500 000 participations sur un blog WordPress monté à l'arrache comme des crevards en quelques heures. En revanche, avec quelqu'un de très impliqué, en mettant en commun des sujets forts et en montrant aux gens que oui, on était à l'écoute et qu'on avait besoin de faire, et en maillant avec un déplacement par jour dans un lycée à chaque fois. Et donc c'est ça, en fait, fabriquer de la mobilisation et du savoir. C'est de l'engagement, c'est des tripes, et c'est des choses assez fortes. Et donc il y a une notion d'entrepreneuriat très forte qui rejoint, je pense, l'univers startup. En revanche, le gros problème, c'est quand on y vient avec toute la naïveté et la bêtise de ne pas se fabriquer des convictions et de ne pas aller au-devant des choses. C'est que c'est souvent aussi opéré par des gens qui n'aiment pas la politique et donc qui rejettent la politique. Et or, si on ne connaît pas la politique, eh bien on fait les mêmes erreurs. Et donc là-dessus, on est d'accord, je pense. Et il faut, voilà, la question, elle est en fait humaine. Et un groupe humain, par défaut, ça ne fonctionne pas forcément très bien. On l'a vu avec Nuit debout, par exemple, avec les meilleures intentions du monde, place de la République pendant plusieurs semaines. À la fin, au moment où il faut se mettre d'accord, où il faut faire groupe, et où sur des positions, on se rend compte qu'on n'arrive pas à tenir une position commune parce qu'on n'est pas les mêmes, eh bien, le mouvement achoppe. Et je pense que voilà, cette idée de penser qu'Internet va permettre de créer un nouvel espace dans lequel on va s'affranchir des contraintes et des problèmes qui aujourd'hui rendent compliquée la politique, c'est se couper de la réalité du problème. C'est simplement que mettre des humains d'accord, faire prendre une position commune à des humains, c'est super compliqué. Donc, pour revenir à la question de est-ce que la Civic Tech les Civic Tech vont sauver la démocratie, c'est pas neutre en fait. On peut pas penser qu'une technologie est neutre. Et on pourrait dire qu'aujourd'hui que Facebook est une civic tech par exemple. D'ailleurs, ils essayent de plus en plus d'exister dans la question des élections. Maintenant, ils nous rappellent quand il y a une date d'élection. Ils viennent de lancer de nouvelles fonctionnalités vendredi dernier qui permet à tous les candidats de publier, de mettre en ligne sur leur page Facebook leur programme politique. Ils lancent des programmes d'accompagnement sur le fundraising pour les associations. Donc on voit qu'il y a une dimension civique, citoyenne qui est en train d'être prise par Facebook. Le problème, c'est que Facebook, c'est aussi en parallèle une un-civic tech, une non-civic tech. Et moi, je pose la question différemment, de dire est-ce qu'une tech qui ne serait pas civique, elle a lieu d'être en fait. Et donc, penser toujours qu'on enferme finalement certaines technologies dans leur capacité à transformer la société et qu'on catalogue uniquement certaines solutions, certaines technologies pour leur portée sociale, pour moi, c'est un problème parce que je pense qu'aujourd'hui, confronté à toutes les urgences qui sont les nôtres et qu'on connaît sur l'environnement, sur l'emploi, sur les inégalités sociales, etc., c'est un choix politique très fort que de dire je vais construire une technologie, je vais construire une solution qui n'a pas de portée sociale, qui n'a pas d'utilité finalement dans la société. Et ça, c'est un choix qui est pour moi criminel. Et donc, on doit plutôt penser à la question de savoir comment est-ce qu'on arrive à ce que n'importe quelle technologie, n'importe quel effort humain ou machine qui soit porté aujourd'hui nous permette d'améliorer la société, d'améliorer l'habitabilité du monde, quoi. Et tu parles d'urgence, du coup, c'est une question qui m'intéresse parce que on le voit dans la question, est-ce que les civic tech peuvent sauver la démocratie? Il y a quelque chose de quasiment dramatique. Je pense qu'à l'échelle locale, j'imagine que c'est peut-être un peu différent. Il y a peut-être moins de... Il y a une vraie volonté, j'imagine, c'est ce dont on parlait tout à l'heure en coulisses, il y a une volonté dans la concertation et dans la restitution d'essayer de créer le moins de tension en fait, parce que ce que fait une ville, c'est d'avancer des projets, et ces projets, ils sont au service des citoyens, des habitants, et donc le mieux ils sont faits avec cette population, plus les résultats peuvent être bénéfiques pour tous. Quel est par exemple, à La Roche-sur-Yon, mais j'imagine que ça dépasse La Roche-sur-Yon, mais quand on parle de sauver la démocratie, quel est l'état de la démocratie à La Roche-sur-Yon avant d'utiliser ces outils-là, et après leur utilisation, les nouveaux formats de concertation que vous avez mis en place? Est-ce que c'était à ce point-là catastrophique? Est-ce que la façon dont la ville était gérée avant avait détruit le dialogue? Enfin, quel est le niveau quel était l'état du dialogue avant et de la façon dont vous l'améliorez?
Alors non, je ne pense pas qu'elle était catastrophique, non, pas du tout. De toute façon, sans concertation, une ville, elle ne peut pas fonctionner. On voit bien ça à ses limites. Maintenant, les civic tech, la technologie, c'est utilisé comme un outil. C'est-à-dire que demain, je dois communiquer, je dois toucher un maximum au niveau de la population. Je vais prendre tous les outils qui sont à ma disponibilité, à ma portée. Maintenant, effectivement, la démocratie, les civic tech, non, ça ne va pas sauver la démocratie parce que je pense qu'en France, on a quand même de la chance. On arrive quand même à participer, à donner notre avis. Et au niveau des villes, aujourd'hui, la position des élus, en plus, clairement, elle a changé. Moi, ça fait que 3 ans que je suis élue, donc je suis arrivée tout de suite. J'avais déjà le numérique dans ma poche, donc c'était logique que je communique directement sur les réseaux sociaux. Je me fais interpeller régulièrement en direct, ce qui est beaucoup plus simple et puis plus rapide. Plus de proximité, effectivement, en plus avec les entreprises et même la population. Cependant, par rapport à l'État avec la population, voilà, les gens aujourd'hui n'attendent plus du politique. Aujourd'hui, on votait pour quelqu'un et à lui de faire le travail. J'ai voté pour lui. Maintenant, je ne veux pas qu'on me redemande mon avis, quoi. Je fais confiance. C'est fini ça. C'est terminé. Cette politique-là, elle est révolue. Aujourd'hui, on suit constamment les faits et gestes des élus. Moi, là, je suis en train de voir comment je peux basculer, par exemple, mon agenda sur mon blog. Ça, on va voir tout ce que je fais dans la journée, où je suis, etc. Parce que je veux vraiment une transparence. Ça, c'est ce qu'on nous demande de plus en plus, ce qui n'est pas complètement illégitime. Mais ensuite, il faut aussi quand même... il y a une certaine confiance, et puis les élus sont sur les terrains, et on n'a toujours plus à avoir accès aux élus. Parce qu'aujourd'hui, souvent, on nous dit que les élus sont un peu inaccessibles, etc. C'est pas vrai. C'est facile de prendre rendez-vous avec un élu. Je pense même ceux qui ne sont pas sur Internet, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, on peut facilement avoir accès. Si on a envie de chercher l'information, c'est comme j'entends, oui, dans cette ville, il ne se passe rien. Va chercher un peu l'info, fouille. Il y a un moment, il faut aussi se bouger. Donc, il ne faut pas non plus tout le temps mettre le citoyen, entre guillemets, il est au courant de rien, il est pas au courant... Il faut aussi que les personnes se bougent et qu'elles se prennent en main. Et justement, Internet, je pense, ça permet ça, de porter un peu sa voix. Mais il faut se prendre par la main, puis il faut se bouger un peu le... Je pense qu'il y a ça aussi. Il ne faut pas tout attendre des élus. Ce n'est pas l'élu qui impulse. Alors, il impulse un peu, mais c'est aussi les retours qu'on a sur le terrain. Là, on a monté un espace public numérique dans une cité prioritaire, parce qu'il faut absolument que ces personnes-là, on leur montre un peu les possibilités d'Internet, que Internet, c'est un peu une fenêtre ouverte, mais pas que sur leur ville, mais aussi sur le monde entier. Et puis, que ça va leur permettre d'être n'importe qui. On peut être n'importe qui sur Internet. Il n'y a plus d'étiquette. Donc ça, c'est important aussi pour une certaine catégorie de personnes. Et donc, du coup, et en même temps, ils m'ont dit, nous, oui, c'est bien votre espace public numérique, on aimerait bien une laverie à côté, une laverie solidaire. Ok, pas de problème. Super, on va faire le lien. On met même pas de porte entre les deux. Le but, c'est que ça circule. Donc, ok. Donc, après, à nous de voir ce qui est bon et puis le retour usagé, tout simplement. Alors, effectivement, pendant qu'ils mettent leur linge, ils vont à côté faire une formation. Super. Voilà. Donc après, il ne faut pas non plus être borné dans les décisions, mais voilà, en écoutant un peu plus le public, puis en laissant faire les gens. Laissons faire un peu et puis prenez-vous en main. Moi, c'est vraiment ce que je leur dis. Attendez pas tout non plus des politiques, quoi. Donc quand vous n'êtes pas d'accord, je pense qu'aujourd'hui en France, quand on n'est pas d'accord, on le dit. Ça, le français, il sait bien faire. Donc, et je pense qu'effectivement, le numérique est un outil supplémentaire, en plus d'aller dehors, d'aller dans la rue pour demander des choses ou suggérer autre chose. Oui. On a, sur la partie sur les civic tech, sur la neutralité, sur l'interpellation, je pense il y a pas mal de choses qu'on a couvert, mais il y a clairement la dimension outil m'intéresse beaucoup, parce que comme tu en parlais, Nicolas, il y a la logique de est-ce que juste l'outil, la start-up avec la fonctionnalité peut répondre à tous les besoins, alors que sur des dispositifs comme le lycée pour tous dont tu as parlé, même si c'était très simple, c'était complètement customisé pour cette démarche-là. Avant de passer sur cette partie outils, je voudrais juste savoir s'il y a des questions dans la salle sur ce qu'on vient d'aborder. On n'est peut-être pas obligé de toutes les poser à la fin. Alors je ne sais pas s'il y a un micro ou si vous pouvez parler fort, je pense qu'on n'est pas une grande salle. Je pense qu'il y a un live aussi. Merci beaucoup. Il y avait 2 questions là-bas, je crois.
Bonjour, je m'appelle Andreas, j'avais une question pour, il me semble que c'est Elliot. Vous avez dit que vous ne souhaitez pas changer les gens, mais plutôt le système. Point intéressant, mais aujourd'hui, je pense qu'à d'un niveau local, les gens ont quand même énormément de possibilités pour exprimer justement leur point de vue. Donc il y a c'est qu'il y a pas mal de concertations, que ce soit avec des communes, avec les régions, les départements. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, avec les civic tech, faudrait pas aussi un petit peu justement vraiment accompagner les gens pour les pousser à s'exprimer et ne pas penser que grâce au civic tech, tout le monde va s'exprimer et la représentativité sera parfaite? Ça, c'est un énorme biais de la participation. On le voit par exemple sur les primaires citoyennes qui sont organisées maintenant et qui sont devenues un peu la norme en France, et j'y ai cru aussi. Et je pense que ça peut servir. Dans les primaires, par exemple, c'est principalement les personnes les plus aisées, les plus éduquées qui vont désigner les candidats dans les partis. Donc ça crée un biais pour désigner les candidats qui, derrière, se présentent devant le suffrage universel. Donc ça, c'est un problème. C'est un problème. Qui participe quand on donne la possibilité de participer? Et comment est-ce qu'effectivement on acculture, on forme les gens pour prendre cette parole qui leur est donnée? Ça, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai pas dit il faut pas changer les gens. Je pense qu'il va falloir changer les gens. Mais je pense que ça suffit pas aujourd'hui de dire on change les gens, parce qu'aujourd'hui, le système n'est pas fait pour leur permettre de s'exprimer de manière vertueuse. Je vais prendre un exemple qui est pas mal implanté à Nantes, je pense. Ma Voix, par exemple. Ma Voix, c'est une initiative citoyenne. C'est une initiative citoyenne qui est candidate aux élections législatives. C'est un réseau, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de prise de parole dans les médias. Personne n'a le droit de s'exprimer au nom du mouvement. Quand il y a une invitation, il y en a eu beaucoup, à une table ronde, ils y vont toujours à plusieurs pour ne pas incarner ce système-là, leur réseau. Et le principe, c'est de dire on va élire des députés. Vous avez peut-être vu les affiches, ce sont des affiches jaunes avec un miroir, un énorme miroir carré. Donc il n'y a pas la photo du candidat, il n'y a pas le nom du candidat ou de la candidate sur les affiches. Et le principe, c'est de dire, une fois qu'on aura des députés, ils ne vont pas voter ce qu'eux décident de voter, mais ils vont voter selon une application où n'importe qui va pouvoir s'inscrire et va pouvoir décider ce que chaque député va voter. On peut contester, on peut dire, oui, mais si jamais il y a plein de fascistes qui arrivent sur l'application, dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils vont voter comme des fascistes, etc. Oui. Le principe, c'est de dire, actuellement, ça ne fonctionne pas très bien, donc on va juste expérimenter autrement, puis on verra bien ce qui se passe. Donc ça, moi, je trouve que c'est déjà assez sain. Mais derrière, au-delà de le simple curseur de réussite sur est-ce qu'ils vont avoir des élus ou pas, est-ce que s'ils sont 10 élus, et qu'il y a 60% des gens qui disent qu'il faut voter pour, alors il y a 6 élus qui vont voter pour, etc. Why not? Ce sera à tester, on verra quand il y aura des élus. Ce qui a été fait avec Ma Voix, c'est par exemple qu'il n'y ait pas de désignation en interne. Donc les candidats de chaque circonscription qui ont aujourd'hui leurs affiches sur les panneaux électoraux, ils ont été tirés au sort. Et le groupe humain Ma Voix a appris une autre manière de fonctionner. Parce qu'il n'y avait plus de candidats en interne, il n'y avait pas de désignation en interne, en fait, c'est simplement le tirage au sort. Et donc ça a complètement métamorphosé les relations humaines entre les gens qui contribuaient à ça, parce qu'il n'y avait plus besoin d'être celui qui parle le plus, d'être celui qui parle le mieux, d'être celui qui séduit. En fait, tout ça a été gommé, et donc ça a permis de libérer un truc complètement différent sur la manière dont Ma Voix a fonctionné. Et je pense que là-dessus, Ma Voix a réussi à créer du politique, mais qui est super pérenne, et à métamorphoser de manière durable la manière dont chacun participe, qu'on ait participé ou pas à Ma Voix, quoi. Donc je ne sais pas si j'ai plus clair sur mon idée, mais... Je crois qu'il y avait une autre question, ouais, à droite. Enfin, après, s'il y a plusieurs questions, on peut continuer avec les questions, hein, ça sera très bien aussi. Hein, je ne sais pas où est le micro, mais... J'avais une question. Ouais. Pardon, excusez-moi. J'avais une question par rapport à ce que ça retranscrit vos discussions depuis tout à l'heure, et je rejoins un peu la question du monsieur. J'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte d'utopie. Je ne dis pas que les utopies sont toutes bonnes à jeter, mais dans le sens où on a l'illusion que via les outils technologiques, on va mobiliser des gens qui ne se mobilisent pas d'habitude. Alors que finalement, c'est un leurre, d'après moi, parce que les gens, il y a deux choses. Déjà,
on révolutionnera pas l'humain, c'est-à-dire que chacun a une nature, il y a les gens qui participent au monde associatif, il y a ceux qui n'y participent pas, il y a ceux qui participent au monde politique, ceux qui n'y participent pas. Et ça, je pense que c'est vraiment dans le tréfonds de la nature humaine. Et puis l'autre chose, je pense que intrinsèquement, il y a plein de gens qui veulent se reposer sur des leaders. C'est-à-dire qu'ils préfèrent le confort de la cessation de la responsabilité à des personnels politiques qui pourront, après tout, critiquer s'ils ne font pas bien le job, plutôt que prendre cette responsabilité, s'exprimer, etc. Et même sur les éléments de civic tech qui ont été mis en place au niveau étatique, par exemple, il y a eu la consultation sur la loi numérique qui était une initiative d'État, on voit que les gens qui se mobilisent, c'est un activisme, mais c'est un peu un entre-soi, c'est-à-dire c'est des petits comités, alors que ce soit sur des mouvements progressistes ou les mouvements plus conservateurs qui font élire des gens comme Trump ou qui contribuent à l'activité du FN sur le web, c'est quand même des petits groupes d'activistes et c'est pas, on n'atteint pas justement l'idéal qu'on voudrait, c'est-à-dire cette mobilisation de l'ensemble de la société pour que chacun ait la voix, sa voix au sens parlé et pas juste au sens voté dans les décisions politiques au jour le jour. Oui, alors sur la question de l'utopie, je pourrais y répondre assez facilement. Je pense que tout le monde aura un avis. Moi, j'en ai un très très fort. Mais si on peut prendre aussi l'autre question, au cas où, si on peut essayer de répondre aux deux d'un coup, comme ça, après, il manque un micro, je pense. Bonjour, Thomas. La semaine dernière, Digilex, un petit déjeuner entre le législateur et des entreprises, se posait la question de savoir si le numérique pouvait être un nouveau pouvoir politique. De la réponse que j'ai entendue du sénateur qui était invité, c'est que c'était assez utopique. On rejoint la question précédente. Moi, je me propose de changer un peu le titre de cette scène. Est-ce que les civic tech peuvent-elles faire marcher la démocratie ? Parce que je pense qu'en fait, il y a deux mondes qui se regardent, qui sont le gouvernement d'un côté et des groupements citoyens de l'autre. Ce que disait Elliot, c'est on a des gens qui ont créé des choses où on permet d'avoir des opinions très fortes. On peut avoir Change.org qui ramène des centaines de mille de personnes. Et on a de l'autre côté un gouvernement, je pense, qui n'y croit pas trop. Et donc du coup, une question pour Nathalie. Est-ce qu'il y a des actions qui sont prises, finalement, pour qu'on éduque nos députés ou notre gouvernement à utiliser ce moyen de communication et de le prendre en compte ? Ok. Alors, du coup, je pense que comme les deux questions se rejoignent beaucoup, on va pouvoir parler d'eux. Je vais juste répondre sur celle-là. Donc, je suis designer pour Meetup. Moi, je pense que j'ai le droit de répondre sur celle-là. Vous voulez voter ? Non, mais je vais finir le rapport de force du coup. Mais je travaille pour Meetup, donc c'est pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une plateforme. Voilà, on est présent un peu partout dans le monde. C'est des groupes dans la vie réelle. Ce qu'on a vu, c'est que juste après l'élection de Trump, on s'est rendu compte que oui, il y a des gens qui ont été mobilisés, qui n'avaient pas été mobilisés avant. Et là, pour le coup, c'était très très net. Il y a des gens qui se sont déplacés, qui étaient complètement invisibles et qui se sont massivement déplacés pour voter pour Trump. Pas forcément en termes de nombre de votes, il en a peut-être moins que Clinton, mais il les a eu au bon endroit et c'est ça qui compte aux États-Unis. On a réagi 10 jours plus tard. Et en fait, on a permis, grâce à un outil, Meetup pour ceux qui connaissent, c'est pas non plus l'outil le plus à jour, le plus moderne, mais on a créé dans les 1000 plus grandes villes aux États-Unis, on a créé des groupes qui s'appellent Resist, donc avec le hashtag Resist, vous pouvez les retrouver sur la plateforme. Et ce qui est intéressant, c'est que on a laissé ces groupes, on a juste offert l'outil gratuitement pendant un certain nombre de mois, mais là où ça a dépassé l'utopie à mon sens, c'est que selon le contexte, il peut y avoir des gens qui effectivement quand même se réveillent et en termes d'engagement en plus là où les civic tech sont intéressantes ou parfois se plantent en termes d'outils, c'est que l'engagement il est multiple. Enfin, il y a 50 nuances de gris entre les gens qui vont être les plus activistes, qui vont être présents effectivement à toutes les réunions, qui vont être à nuit debout, qui vont créer les outils, et la personne qui se dit juste en fait j'ai envie d'aller sur cette plateforme voir ce qui se dit et de liker
plutôt telle proposition que telle chose, ou effectivement de retweeter ou juste de signer telle pétition. Et ce qu'on crée, ces groupes Meetup dans ce contexte-là très particulier, c'est qu'ils ont été capables d'offrir toute une gamme d'engagements. En fait, on a laissé les organisateurs dire aux gens, en fait là vous pouvez créer un groupe, vous pouvez créer un événement Meetup dont le seul objectif est de participer à cette pétition. Et là par contre, il y a le ban de ces 6 pays en termes d'accès à l'immigration, etc. Et là en fait il faut se bouger, il faut aller à l'aéroport et il faut être en mode manif. Et voilà, en fait, il y a plein de types d'engagements. Je pense que l'utopie, c'est de croire effectivement que tout le monde va être capable d'aller à l'aéroport immédiatement et être super actif, être dans l'interpellation, être dans le combat politique. Mais les technologies, parfois très simples, peuvent quand même permettre de faire passer des gens juste sur cette toute première étape. Et après, c'est le boulot des organisateurs. C'est, à mon sens, c'est un boulot qui est très humain. La techno toute seule est pas suffisante, mais de faire passer les gens progressivement de juste je signe une pétition, je retweet ou l'engagement le plus faible à cette nuance où on finit par être capable de se mobiliser sur des causes qui nous semblent importantes et à sortir de chez soi, à aller rencontrer des inconnus, à combattre avec eux ou à proposer avec eux. Mais voilà, l'utopie, elle est clairement sur le fait de considérer que tout le monde arrivera immédiatement à cet engagement maximum. Là où je pense par contre que c'est pas une utopie, c'est que la technologie combinée à l'humain peut permettre à beaucoup plus de gens de commencer à rentrer dans ce tunnel. Et après, il y a une progression qui est personnelle, mais l'entrée dans ce tunnel d'engagement politique et d'engagement citoyen, à mon avis, elle peut être favorisée par les civic tech. Je vais essayer de rebondir un peu sur les deux questions aussi. Moi, c'est une question qui m'obsède personnellement, professionnellement et pratiquement depuis une quinzaine d'années. C'est ce lien entre technologie et participation politique. Il y avait un espoir du web d'ouvrir les portes de la participation, qui a été nourri, qui était un récit, qui a été construit, etc. En disant, oui, comme on va tous se mettre en réseau et que chacun peut s'exprimer, en fait, chacun va pouvoir participer. Il y aura une nouvelle forme d'égalité, là où on était dans une société très hiérarchique et structurée. On constate aujourd'hui que oui, ça a eu des effets à des moments. On a eu des effets d'ouverture de la participation politique extrêmement forts, mais qu'on a recréé de nouvelles inégalités à l'intérieur de ce nouveau monde. Et de fait, c'est un peu ça. On a des jeunes défavorisés qui, grosso modo, consomment du Snapchat et se débilitent sur YouTube. Je simplifie un tout petit peu la chose. Et de l'autre côté, des jeunes éduqués qui consomment du Wikipédia et qui peuvent faire de la participation politique. Et on a de nouveaux déterminants d'éloquence numérique, de capacité à prendre la parole, de capacité à se sentir autorisé à participer et à agir. Rien n'est déterminé de manière finie, définie en la matière. Moi, je pense qu'on peut encore beaucoup changer les choses et beaucoup faire, mais que le sujet, il est justement dans cette inégalité de prise de participation et de prise de parole. Mais que ça revient beaucoup, notamment au pouvoir, à sa manière non plus de penser « moi, j'ai mon pouvoir et ma zone bien circonscrite ». Et puis il y a le citoyen de la société à lui de faire son boulot, mais de se dire ok, comment est-ce que je travaille sur de nouvelles relations contractuelles, de nouveaux contrats relationnels, de nouvelles manières d'inclure, pas juste en disant ouais, regardez, moi je fais un dispositif participatif, je suis quand même vachement sympa, mais en essayant de trouver les leviers d'engagement des personnes et parfois les plus éloignées de la décision politique. Et ça, c'est très compliqué. C'est une ingénierie qui demande un effort. Et souvent, elle n'arrive pas de manière positive et saine parce qu'un élu se dit « Ah ouais, là, ça serait quand même bien de faire de la participation ». Bon, on est dans une ville qui, au cas d'espèce, je pense, essaie de pousser ça et évolue dans ce sens. Mais ça n'arrive pas comme ça. Ça vient souvent du rapport de force. Ça vient parce que ça vient souvent de la société. Ça vient du fait que la société, elle a quand même, dans ce monde libre, organisé en réseau et moins autour d'institutions, une capacité plus plastique à se mobiliser et à fabriquer du bordel et par l'empowerment de quelques individus à remettre de la pression sur le politique. Et on est quand même dans un pays où l'année dernière, à peu près 1 Français sur 5 a signé une pétition. C'était pas le cas il y a 10 ans, c'était vraiment pas le cas. Les Français, les pétitions, on n'a rien à foutre. Ils participaient pas. Maintenant, on a démocratisé cet usage. C'est une marge de la participation qui a été montée pour 1 Français sur 5. Et peu à peu, comme ça, je pense qu'on peut élargir et changer un peu le rapport entre un pouvoir et ses citoyens, dans son rapport, dans sa définition, dans l'exercice, même dans la définition même de ce qui est porté par les élus, l'administration, la municipalité, la ville, l'État, etc., et les citoyens, dans les logiques de coproduction, dans les logiques de co-exercice qu'on peut inventer. L'erreur,
c'est de croire que ça va se faire en inventant des nouvelles solutions technologiques ouvertes, etc. Non, c'est du rapport de force. Enfin, faire de l'open government au sein de l'État, c'est du rapport de force. Parler à Henri Verdier qui essaie de porter ça, il essaie de trouver des leviers et des clés parce qu'il y a des administrations qui disent « Non, mais moi, je veux pas. Je veux pas partager mon pouvoir, je veux pas rentrer en dialogue, je veux pas coproduire, ça m'intéresse pas. » Et donc, il faut créer des leviers de rapport de force. Il a besoin d'alliés à l'extérieur qui recréent des disruptions assez fortes à l'intérieur même de l'exercice. Donc, on est dans une zone de recomposition dans laquelle ce dont on a surtout besoin, c'est d'un peu de pensée design et beaucoup de sensations du rapport de force, de ce qui va faire levier, de ce qui va faire mouvement. Et sans doute un petit peu de technologie, mais la technologie est déjà là, elle est déjà partout. Et après tout, ça, on peut en faire son affaire. Voilà. Bon, bah, j'ai tué le game. Nathalie, tu voulais répondre pareil sur la question du... Enfin, en plus... Oui, par rapport aux élus et leur rapport avec les nouvelles technologies. Alors, il faut savoir, en 2014, donc du coup, quand j'ai commencé mon mandat, on a vu justement des adjoints au numérique un petit peu dans différentes villes. C'était assez nouveau comme poste. Donc c'était bien, c'est une bonne chose. Maintenant, je pense que malheureusement, donc l'adjoint au numérique s'est fait ubériser tout seul parce qu'on n'aura plus besoin de mettre un adjoint au numérique, et ce qui est une bonne chose, parce que je vois au niveau des services, même au niveau des autres élus, ils commencent effectivement d'eux-mêmes. Donc le numérique, c'est très transversal et on en retrouve partout. Donc j'ai plus lieu d'être, entre guillemets, et c'est une bonne chose. Mais c'est vrai qu'au début, et je le vois au niveau... Alors il y a des élus qui sont encore loin, hein, mais bon, voilà, il y a une vraie prise de conscience. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai pris les fonctions, les autres élus ne savaient pas trop ce que j'allais faire, ce que je faisais, à part passer mes journées sur Facebook, effectivement. Donc voilà, ça se résumait à ça. Donc après, ils ont vu les choses s'installer. Ils ont vu, par exemple, l'adjoint au commerce. Je lui dis, écoute, on peut faire des trucs super avec des applications, des trucs connectés. Là, on a lancé un nouveau quartier. Donc on a mis toute une vitrine avec une vitrine tactile où les gens peuvent modifier, vont pouvoir intégrer au niveau des plans. Donc voilà, donc là je lui ai fait comprendre aussi, alors on est en train de voir avec des bornes pour envoyer des notifs push au niveau des commerçants. Donc on est en train de voir tout ça. Donc au fur et à mesure du temps, j'ai acculturé entre guillemets les différents élus. Alors évidemment après ils se forment, hein, mais je trouve que ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Les élus ont bien compris que de toute façon il faut qu'ils communiquent. Ils ont l'habitude d'être interpellés maintenant en direct. Et là je le vois en ce moment avec les législatives. C'est un peu nouveau effectivement. Ils ont énormément de réponses à donner sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ils sont tout le temps en train de répondre soit à des attaques, mais comme toute plateforme, hein, il faut répondre aux bonnes et aux mauvaises choses. Donc ça, les élus ont bien compris. Donc là, les réponses sont automatiques. Donc je pense voilà, que ça va dans le bon sens. Et les élus ont bien pris en compte cette dynamique-là. Et surtout, ils ont bien compris que c'était un outil qui pouvait les aider, effectivement, dans leur travail de tous les jours. D'accord. Juste avant que tu répondes, là, je crois qu'il y a une dernière question. Voilà, il nous reste 5 minutes. Donc si jamais on peut y répondre en même temps. Je vais essayer d'être très bref, mais j'avais une réaction justement sur la question des comment décrire les civic tech. Moi, j'ai l'impression que dans la manière dont c'est décrit, on parle beaucoup des technos, des techniciens, des technophiles d'un autre côté des institutions et d'un autre côté des citoyens. Alors que s'il s'agit de mettre en relation les citoyens et les différents pouvoirs publics, il y a plein de relais dans la société civile qui sont les associations, etc., dont on parle très peu finalement quand on commence à décrire les civic tech. Et moi j'ai l'impression que c'est un peu l'impensé ou quelque chose de très à la marge de la manière de décrire les civic tech, que ces acteurs-là qui sont déjà préexistants à la technique, qui sont totalement intégrés dans le débat démocratique, mais dont les techniciens s'occupent assez peu. Et petite réflexion juste pour parenthèse, quand on parle des civic tech, le premier exemple effectivement qui vient en tête, c'est peut-être les printemps arabes, mais là où les civic tech ont peut-être été justement le cœur de ces mouvements-là, c'est qu'elles permettaient des associations qui étaient interdites dans des régimes autoritaires. Et que quand on essaie d'importer un peu ces mouvements-là dans des régimes qui le sont beaucoup moins, on peut pas utiliser les mêmes leviers. Et que justement parce que les associations, les relais dans la société sont déjà existants. Et voilà. Et donc du coup, de s'adresser uniquement aux citoyens comme une espèce de multitude
alors que justement il y a quand même déjà des relais dans la société, c'est peut-être essayer de remplacer quelque chose par la technique, mais qui existe déjà, donc qui par nature aurait du mal à fonctionner. Donc voilà, c'était une réaction et moi, je pense que c'est lié à la question de la naïveté de souvent les porteurs de projets de Civic Tech où on a une forme d'aspiration à une forme de modernité, alors qu'il y a plein d'associations qui font le même job, juste de manière moins visible et qui n'ont pas forcément de site internet. Et parfois, il faut effectivement faire preuve un peu d'humilité pour revenir à ce qui se fait au niveau local et qui n'a pas forcément d'existence ou de connexion avec le réseau, ou en tout cas avec le réseau internet, quoi. Ça, je suis complètement d'accord. Pour rebondir aussi dans une autre dimension, la campagne de Trump, par exemple, quand on la compare avec la campagne de Clinton, Clinton a utilisé tous les derniers outils de data électorale, tous les derniers outils de mobilisation sur Internet, a fait la meilleure campagne sur les réseaux sociaux, etc. Quoi qu'on pourrait en parler vu l'incarnation qu'a mis Trump de son compte Twitter. Et au final, elle n'a pas gagné. Et donc, ça n'a pas changé la donne, quoi. Et malgré tous ces efforts qui étaient déployés. Donc, effectivement, ça nous fait nous poser des questions sur tout ça. Moi, je pense que, in fine, et c'est ce qu'on a dit, je pense, pendant cette heure-là, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à utiliser Internet uniquement pour faire évoluer des comportements hors ligne, en fait. Et c'est là-dessus qu'on a une capacité, selon moi. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire avec les projets que je porte, par exemple 90 jours. Le but, c'est pas que vous ayez votre téléphone tous les jours et que, justement, 90 jours, on le conçoit pour que ça puisse disparaître. Comment est-ce qu'on arrive à ce qu'à un moment, l'utilisateur puisse se passer de ce compagnon ? C'est plutôt une manière de mettre en situation l'utilisateur pour que derrière, le réflexe, la pratique soit intégrée et donc n'ait pas besoin de la technologie comme béquille permanente. Donc, comment est-ce qu'on utilise la technologie pour simplement modifier, hacker à un petit niveau, mais au niveau qui a une conséquence réelle, qui a un impact. Et essayer de voir comment est-ce qu'on arrive le plus possible à imaginer des technologies qui disparaissent et qui s'auto-rendent inutiles, quoi. Je pense que ça, c'est un vrai enjeu parce que ma voix, pour revenir dessus, n'a aucune technologie actuellement. Il y aura peut-être une application à terme, mais ce n'est pas ça qu'a fait l'évolution. C'est la pratique d'humain de ma voix. Elle n'avait pas besoin de technologie particulièrement, à part d'avoir un forum pour discuter, quoi. Mais merci, quoi. Bienvenue en 95. Et finalement, peut-être que la Civic Tech la plus utile aujourd'hui, c'est Telegram, parce que ça permet de communiquer entre nous sans qu'on soit forcément surveillé par des gouvernements ou par des services de renseignement. Et c'est une technologie qui a un impact citoyen extrêmement fort. Donc souvent, je pense que la technologie, elle a une utilité qui est à l'endroit le plus infime, mais le détail qui fait la différence et qui permet effectivement, par un jeu d'échelle que tu décrivais plutôt bien, je pense, de créer du rapport de force. Parce que c'est uniquement là-dedans que nous, on a un réel pouvoir, c'est pas en instrumentalisant le réseau quel qu'il soit. Ouais, pour conclure, juste sur le portrait de toutes ces initiatives-là, je passe un petit message. Il y a un documentaire qui est sorti hier, qui a eu une avant-première à Paris hier, qui s'appelle « Sors-toi les droits », et dans lequel il brosse un portrait assez intéressant de toutes les civic tech. Certaines ont une part de naïveté dont on a discuté, mais d'autres, je pense, comme ma voix, sont particulièrement intéressantes. J'ai pas le nom du site, mais voilà, c'est « Sors-toi les droits ». Ils ont fait une campagne KissKissBankBank, et je pense qu'ils vont rendre le documentaire accessible sur YouTube très prochainement. En tout cas, merci beaucoup Nicolas, Nathalie et Elliot d'avoir pris le temps de discuter des civic tech de manière peut-être moins naïve, comme on en parlait, de ceux qui proposent les solutions, mais de votre côté, je pense que vous avez surtout la perspective de ceux qui les utilisent et de ceux qui en voient les résultats. Donc encore merci.